Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour notre édition de la mi-journée sur Alizé Guadeloupe en ce vendredi 10 juin. Les stocks de l'établissement français du sang sont très fragiles en ce moment et l'institution lance un appel urgent aux donneurs de sang pour faire face aux besoins. De plus, le camion de l'EFS est en panne, réduisant les possibilités de collecte en extérieur dans les communes. L'établissement doit donc se concentrer ses opérations sur son site fixe à côté du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. L'EFS compte donc sur la mobilisation des donneurs pour rétablir les stocks et se prépare à la journée mondiale des donneurs de sang programmée le mardi 14 juin prochain. Reportage Muriel Barlagne. Une quarantaine de donneurs par jour, c'est le chiffre que l'établissement français du sang souhaiterait atteindre. Actuellement, il recense en moyenne 25 donneurs par jour. Il lui faut avoir recours aux poches provenant de la métropole pour répondre aux besoins du département. Pour ne rien arranger, son camion pour la collecte mobile est en panne depuis lundi et ne sera pas opérationnel avant mercredi. Les dons peuvent se faire sur le site du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme. Jonathan et Alain sont deux habitués. Ils ont été sensibles aux appels lancés par l'établissement. C'est une habitude que j'avais prise mais que j'avais abandonnée. Donc maintenant, comme il y a des campagnes de dons du sang, j'entends à la télé, à la radio. Et donc je pense que c'est une bonne action et que moi-même j'aurais peut-être besoin de sang un jour et je serais très content qu'il y en ait qui aient donné leur sang pour que je puisse en recevoir. Bien, je pense qu'il y en a qui en ont besoin. Donc j'ai entendu qu'il y avait un grand besoin dans du sang et qu'en Guadeloupe, on ne donnait pas assez de sang. Donc à chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire, j'y vais, quoi. Voilà, je prends un peu de mon temps et puis je fais un don du sang. Voilà. Pour chaque donneur, on prélève une poche de 420 à 480 ml de sang en fonction de la corpulence. Le prélèvement dure entre 10 à 15 minutes. En 2015, 7721 candidats aux dons ont été enregistrés par l'EFS Guadeloupe à la recherche de toujours plus de donneurs. Mais attention, faire un don n'est pas à la portée de tous. Déjà, il y a une question d'âge, il faut être âgé de 18 à 70 ans. Il faut peser plus de 50 kilos et bien sûr il faut être en bonne santé. Alors être en bonne santé, ça ne veut pas dire que si on prend un traitement on ne peut pas donner. Quelqu'un qui a un traitement par exemple pour la tension qui est bien équilibré peut donner son sang. Le 14 juin prochain, à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, de nombreuses animations seront proposées sur le site de l'EFS au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme. L'établissement compte bien enrichir son fichier de donneurs ce jour-là afin de préparer la période des grandes vacances où généralement il y a pénurie. Solidarité toujours après la Croix-Rouge. En début de mois, c'est au tour de la Banque alimentaire de Guadeloupe de faire appel à votre générosité dans le cadre de sa collecte régionale annuelle. L'occasion pour l'association de renouveler ses stocks de denrées et de produits en faveur des familles guadeloupéennes en situation de précarité. L'intégralité des dons collectés est en effet redistribuée dans l'archipel par le biais de la trentaine d'associations partenaires de la Banque alimentaire. Aux entrées de magasins alimentaires, des centaines de bénévoles sont mobilisés pour collecter aujourd'hui et demain conserves, légumes secs et produits d'hygiène, notamment pour bébés. Je vous propose d'écouter l'un des responsables de la Banque alimentaire Guadeloupe, interrogé par Johan Charpentier-Titi. Il y a toujours plus de demandes parce que la crise est là. Des populations que nous n'avions pas avant sont touchées, sont impactées par la crise. Les étudiants, les personnes âgées qui ont des petites retraites, leur nombre commence à être en augmentation. Cette action-là porte plus sur des conserves, sur des produits qui peuvent être conservés plus longtemps pour aider, comme je dis, les démunis de la Guadeloupe. Le 13 février dernier, Romaine Rosette Lamaille trouvait la mort dans un accident de la route en plein bourg de Baïf. Cette dame âgée de 94 ans qui faisait ses courses a été fauchée alors qu'elle empruntait un passage protégé. C'est pour éviter d'autres drames de ce type qu'un rallye pédestre sera organisé demain matin au complexe sportif Patrick et Joseph Céligny des Abîmes. Un rallye intitulé « Les seniors dans la ville » afin de sensibiliser
les personnes âgées sur les dangers de la route et les inciter à plus de vigilance lors de leurs déplacements sur la voie publique. À la veille de ce rendez-vous initié par la coordination sécurité routière de Guadeloupe et le conseil communal des aînés de la ville des Abîmes, la matinée d'aujourd'hui était consacrée à la sécurité routière. Les seniors ont ainsi pu participer à des ateliers de sensibilisation. Reportage Yoann Charpentier-Titi. Trop lent, gênant, dangereux, sur la route, on a vite fait d'accuser de tous les maux les conducteurs seniors. Mais il ne faut pas oublier que la route appartient à tout le monde et qu'il faut donc permettre à nos aînés d'évoluer en toute sécurité. Alors les seniors, c'est important parce qu'on a tendance à les ignorer. Il ne faut pas oublier que la durée de vie a augmenté dans la population et que ces personnes, c'est nos grands-parents, parce que c'est eux qui nous ont mis ici en Guadeloupe, vont conduire très longtemps. Donc il faut qu'on leur laisse une place sur la route, ce qui doit être fait, c'est-à-dire les autoriser à circuler comme nous et ne pas leur faire de queue de poisson ou les dépasser à toute vitesse. Ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire ce comportement un peu gamin, il ne faut pas avoir peur de le dire. La vue, qui n'est bien sûr pas la même à 18 ans qu'à 60 ans, requiert une attention toute particulière. Notre but aujourd'hui consiste particulièrement à sensibiliser les seniors, à être toujours au fait des choses, c'est-à-dire au niveau de leur acuité visuelle, qu'ils aient toujours une bonne acuité visuelle, parce qu'au niveau de la conduite, au-dessous de 5/10, normalement, on n'a plus le droit de conduire. Autre souci majeur pour les seniors, l'évolution du code de la route. Comment leur reprocher, par exemple, une approche parfois approximative des giratoires quand ceux-ci n'existaient pas au moment où ils ont passé leur permis. Une mise à jour de leurs connaissances est donc indispensable. On fait attention, mais quand on ne connaît pas un panneau, au bout du compte, on se tombe dans l'ignorance et on peut provoquer un accident ou faire progresser un autre. Je conduis comme ça par l'habitude, et conduire par l'habitude, souvent on devient de mauvais chauffeurs parce qu'on pense connaître tout et on ne connaît pas tout. Mais outre les automobilistes, ce sont aussi les piétons et les cyclomotoristes qui sont visés. Dans cette catégorie, les seniors sont très vulnérables. Les statistiques de l'Observatoire départemental de sécurité routière font ressortir que ce sont ces personnes à partir de 55 ans qui sont particulièrement touchées par ces accidents mortels. Jeunes et moins jeunes sur la route en toute sécurité, un message important délivré par les acteurs de la sécurité et de la prévention routière. Restons sur la route. C'est l'une des mesures de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. L'examen du Code de la route devient payant à compter de lundi 13 juin. Le ministère de l'Intérieur a confié l'organisation de cet examen à des organismes agréés dans le but de réduire les délais de passage du permis de conduire. Bientôt donc, les candidats à l'examen de Code de la route en Guadeloupe devront s'acquitter avant le passage de leur examen d'une redevance de 30 €. Les explications d'Anne-Elisabeth Arsène. Les titulaires du permis de conduire depuis plus de 10 ans se rappelleront à leurs bons souvenirs, à une époque où l'examen du Code de la route était payant et souvent même offert par leur auto-école. Il y avait déjà un timbre fiscal qui était obligatoire. Ça a été enlevé et à partir du moment que l'élève était prêt pour aller à l'examen, au niveau de l'auto-école, il y avait une prestation qui était donc facturée et les montants différaient d'une auto-école à l'autre parce que les prix sont libres, c'est en fonction des charges. Depuis la nouvelle réforme du permis de conduire, le candidat devra débourser 30 € pour passer l'examen du code. Aujourd'hui, pour passer l'examen du permis de conduire et notamment le code, le TG, épreuve théorique générale, le candidat devra s'acquitter d'une redevance qu'on appelle redevance épreuve théorique générale sur le site du gouvernement. Ensuite, il recevra un reçu de par retour de mail, puisqu'il faudra qu'il mette son mail. Et c'est ce reçu qui lui permettra, enfin ça sera un gage pour lui pour pouvoir passer le permis. En dehors de cela, l'auto-école fait un travail aussi. Donc il y a ce qu'on appelle les frais d'accompagnement. Et ça, chaque auto-école, en fonction de ses dépenses, de ses charges, va donc voir
comment facturer. Désormais donc, tout candidat au permis de conduire devra s'acquitter de ces 30 € pour accéder à l'examen théorique. En outre, si auparavant, l'examen était organisé exclusivement par la DEAL en Guadeloupe, d'ici la fin de l'année, 2 opérateurs privés, la Poste et la SGS, Société de contrôle et d'expertise automobile, seront habilités eux aussi à organiser l'examen du code, moyennant également 30 € de redevance. La 4e session de la commission mixte franco-dominicaine s'est déroulée hier en préfecture. Accompagné par l'ambassadeur de France auprès des États de la Caraïbe, le préfet de région Jacques Billon a reçu une délégation de l'île aux 365 rivières, délégation conduite par son Premier ministre Roosevelt Skerrit. Reportage à Basse-Terre, Johan Charpentier-Titi. Une telle réunion de coordination sur la sécurité entre la France et la Dominique n'avait plus eu lieu depuis 2009. L'occasion pour le Premier ministre dominicain de s'entretenir, entre autres, avec l'ambassadeur de France auprès des États de la Caraïbe et le préfet de la Guadeloupe. So we dealt with a number of subjects. So of course security, the issue of illegal immigration, the issue of fisheries, areas of customs cooperation. We dealt with matters of mutual assistance in legal mutual assistance, the cooperating on fighting drug trafficking among other matters of security concern. On a abordé tous les sujets principaux, que ce soit l'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine, contre le trafic de drogue, la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de douane, bref, tous les sujets. L'occasion aussi pour lui de rappeler à quel point l'aide de la Guadeloupe fut précieuse après le passage de l'ouragan Erika. Of course, as you know, we were affected by Tropical Storm Erika last year, and the Guadeloupe and also the French Republic were extremely helpful to us after the storm, and we'll always be grateful for the assistance that we've received from the Guadeloupeans and also from the French Republic. Oui, on a abordé les questions de sécurité civile, au premier rang desquelles nous avons parlé de la tempête tropicale de Erika d'août dernier, où la Guadeloupe et la France a apporté une assistance précieuse et extrêmement importante, et Monsieur le Premier ministre témoigne sa reconnaissance profonde à notre pays pour ce qui a été fait à ce moment-là. Mais cette réunion de coordination a peut-être surtout mené au premier pas vers un accord d'extradition entre les deux pays. Nous estimons effectivement qu'il faut un accord, que l'existence d'un accord en matière d'entraide judiciaire et d'extradition, pas seulement extradition, entraide judiciaire et d'extradition, et permettra de travailler dans de meilleures conditions pour tous les services, car ça conférera un cadre. Mais il n'y a jamais eu d'opposition de la part de la Dominique comme de la France à ce qu'il y ait un accord en matière d'entraide judiciaire et d'extradition. Il n'y a pas eu d'opposition. Simplement, nous instruisons le dossier. La proximité de la Dominique avec la France, voisine au nord de la Guadeloupe et au sud de la Martinique, rend la coopération judiciaire entre les deux pays quasi indispensable. Et nous allons poursuivre notre balade dans la Caraïbe avec notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons à Bonaire sous les traces de l'océanographe Fabien Cousteau. Mais avant, direction le Venezuela, c'est votre rendez-vous Caraïbe. Les autorités électorales vénézuéliennes ont validé la majorité des 1,8 million de signatures présentées par l'opposition en faveur d'un référendum pour révoquer le président socialiste Nicolás Maduro. Premier pas d'un long processus pouvant mener à de nouvelles élections. Désormais, les signataires ou partie d'entre eux devront confirmer leur choix en personne ou avec leur empreinte digitale, selon une procédure qui sera détaillée par le Conseil national électoral, le CNE. Il faudra ensuite réunir 4 millions de signatures en 3 jours pour avoir le droit d'organiser ce référendum. Ce premier feu vert est survenu au terme d'une nouvelle journée de protestation de l'opposition, réunissant 200 manifestants, conduits par l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Enrique Capriles. La police a dû disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes alors qu'ils se dirigeaient vers les bureaux du CNE pour exiger le référendum. Mais même si 7 habitants sur 10 souhaitent le départ du président socialiste élu jusqu'en 2019, la mobilisation semble jusqu'à présent limitée par l'imposant déploiement policier et par les soucis d'un quotidien accaparé par la recherche de nourriture.
Fabien Cousteau, océanographe de renommée mondiale et petit-fils de Jean-Jacques Yves Cousteau, devient un partenaire privilégié du Village Beach Club, l'un des meilleurs hôtels de Bonaire. C'est lors d'un récent voyage à Bonaire que Fabien Cousteau a été touché par la place de choix donnée à la préservation de l'environnement par le gouvernement de l'île néerlandaise. Il a donc souhaité s'engager au Harbour Village Beach Club pour développer différents programmes de préservation du récif corallien. Un bureau de son organisation à but non lucratif, Ocean Learning Center, sera placé à Bonaire pour offrir différentes plongées avec tuba ou avec des bouteilles et développer une éthique de l'océan. Fabien Cousteau précise sa vision du Harbour Village comme un centre dédié à la conservation et où pourront être soumis les problèmes environnementaux auxquels est confrontée notre planète. Il souhaite organiser 2 sommets et conférences mondiales annuelles et réunir tous ceux qui travaillent avec ardeur dans le monde afin de trouver des solutions nécessaires pour sauver l'eau de notre planète, tout en sensibilisant les touristes à l'importance de la conservation des océans. Tout un programme donc. De son nom complet, Ray Souza Vieira de Oliveira, joueur vedette du Paris Saint-Germain dans les années 90 avec lequel il a remporté une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, un titre de champion de France, 2 Coupes de France et 2 Coupes de la Ligue. Aujourd'hui, Ray est français. Cette nouvelle nationalité lui a été octroyée lors d'une cérémonie privée à l'Élysée. Le président de la République a remis à l'ex-milieu de terrain un décret portant attribution de la nationalité française. Vous êtes aujourd'hui citoyen français, lui a solennellement déclaré François Hollande, récompensant ainsi l'engagement de Ray dans la défense des jeunes défavorisés des favelas dans la fondation Gol de Letra, fondée avec l'autre Brésilien Leonardo. Le vainqueur de la Coupe du Monde 1994 avec le Brésil s'est dit fier d'être désormais binational, ce qui n'a pas échappé au chef de l'État, pour lequel les binationaux enrichissent le pays et contribuent à son rayonnement. Football toujours avec, pour la 2e semaine de rencontre de la Copa América, l'Uruguay qui était opposé hier au Venezuela et le Mexique à la sélection de la Jamaïque. Les Uruguayens ont perdu contre les Vénézuéliens par 0-1 et dans l'autre match, ce sont les Mexicains qui se sont imposés face aux Jamaïcains par 2-0. Ce soir, 2 matchs également au programme, Chili-Bolivie et Argentine-Panama. Après leur large défaite face aux Brésiliens, la sélection haïtienne affrontera pour son dernier match de ce premier tour l'équipe d'Équateur. Ce sera dimanche. Le Grand Prix cycliste des sapeurs-pompiers débute aujourd'hui, une nouvelle compétition dans le calendrier cycliste qui prendra le départ cet après-midi avec un contre-la-montre de 38 km entre le Moule et le siège du SDIS à Dotemar-aux-Abîmes. Parrainé par l'ancien champion cycliste Éric Jubard, lui-même sapeur-pompier, cette course de 3 étapes et longue de 340 km au total passera par presque toutes les communes de Guadeloupe. Rendez-vous donc pour le départ du contre-la-montre par équipe cet après-midi, 14h. On parle toujours sport et cette fois de kickboxing. Avant de raccrocher les gants, Greg Tony, champion du monde de kickboxing, tenait à monter sur le ring en Guadeloupe, sa terre natale. Il était au programme du Guada Super Fight organisé hier au hall des sports Paul Chanchon à Pointe-à-Pitre. Je vous propose d'écouter ce sportif guadeloupéen méconnu. Il est au micro d'Éric Pommier. Je suis 10 fois champion du monde kickboxing boxe thaï, ça sera mon 11e titre que je mettrai en jeu. À mon actif, on va dire maintenant, je suis à 192, ça sera mon 192e combat. Et donc voilà, j'ai réussi, on va dire, à être boxeur polyvalent. J'ai réussi à prendre des titres dans différentes disciplines, que ce soit kickboxing, boxe thaï, MMA, free fight, boxe anglaise. Et puis donc voilà, donc là je devrais refaire, comme je suis challenger officiel chez les poids lourds en boxe anglaise, je dois refaire le titre de champion de France contre le champion en titre à qui j'avais gagné déjà par KO au premier round. J'ai réussi à trouver mon équilibre avec la boxe, puisque j'étais un garçon terrible. Et puis ça m'a permis, sans avoir les moyens, de pouvoir voyager autour du monde. Sur 100 pays, j'en ai fait 80, donc j'en suis hyper fier et hyper content. Et j'ai réussi à côtoyer des grandes stars comme Stallone, Harrison Ford, Brad Pitt, Tom Cruise, des stars de la chanson, des MX, Snoop Dogg. Donc c'est très très bien. Donc je remercie la boxe de m'avoir sorti de ça, de m'avoir fait profiter de tout ça.
Opposé hier soir au Tchèque Alen Kapetanovic, Greg Tony a fini vainqueur de son combat. Il remporte donc un nouveau titre de champion du monde WKN de kickboxing K1 dans la catégorie des plus de 96 ans. On parle toujours sport, mais on change de terrain cette fois. C'est ce week-end que se court l'un des plus beaux rendez-vous automobiles de la saison, le mythique Rallye des Grands Fonds. Une épreuve que notre spécialiste maison Éric Pommier suivra pour nous de bout en bout, mais près d'une trentaine d'équipages se sont engagés pour ce 33e Rallye national des Grands Fonds, et parmi eux, Joël Léfy et Jean-Michel Pouvin, au volant d'une nouvelle Renault Clio. Le pilote aux couleurs d'Alizé Guadeloupe nous présente en exclusivité cette nouvelle machine. Reportage. Jean-Michel Pouvin voulait revoir ses objectifs de course à la hausse, surtout après sa déconvenue au récent rallye de Jarry. C'est désormais chose faite avec cette Renault Clio du JJTC. Elle est classée dans le même groupe que sa Mégane, à savoir le groupe F2000. Mais cette monture est d'un tout autre acabit, 272 chevaux sont cachés sous le capot. L'équipage Pouvin-Léfy, à 2 jours du rallye des Grands Fonds, s'est donc offert une séance d'essai privée grandeur nature. Alors, on va dire que ce soir, ça sera vraiment une séance de prise en main, puisque c'est un véhicule que je ne connais pas du tout. La largeur des voies, l'emplacement des roues en fonction de là où je suis assis, comment elle freine, comment elle accélère, comment elle se comporte. Donc je vais déjà essayer de la comprendre. Freinage, tenue de route, tout est inscrit au cahier des charges avant d'optimiser les essais. Quelques tours de roue suffiront. Jean-Michel Pouvin peut avoir le sourire. L'homme et la machine ont visiblement fait corps très rapidement. Le pilote du JM Sport parle de sa nouvelle monture comme une arme redoutable, digne d'attaquer les grands fonds sereinement. Honnêtement, c'est une vraie voiture d'homme, puisqu'en fait, ça va vite, mais il n'y a pas de répit. C'est-à-dire que quand tu mets le pied dedans, tout arrive tout de suite, donc il faut être concentré, et puis ça chauffe à l'intérieur, ouais, c'est que du bonheur. Il faut avoir les sensations avant de la course de la voiture, et là je constate par rapport à ce qu'on avait, par rapport à la Mégane, c'est pas du tout les mêmes sensations. Là, le copilote beaucoup plus de rigueur. Beaucoup plus de rigueur, parce que les virages arrivent très vite avec celle-là. Le pilote enchaînera comme ça des allers-retours sur environ 6 km, toujours avec le même objectif, étudier cette auto sous toutes les coutures. Outre la performance, l'auto est d'un équilibre parfait. Parole d'un pilote qui a plus que jamais retrouvé la motivation des grands jours. C'est voir tous les objectifs à la hausse par rapport à notre ancienne monture, la Mégane, qui nous a bien donné en début de championnat. Mais effectivement, après un galop d'essai sur cette voiture, en quelque part que je connais bien, je peux dire que c'est une très bonne machine. Sur sa route, Jean-Michel Pouvin compte pas moins de 9 concurrents directs, tous affûtés les uns que les autres. Mais le pilote voit plus loin que le bout de son capot, d'autant plus qu'il a misé sur une équipe d'assistance performante, sur un coach technique qui veillera au grain, sur un copilote taillé sur mesure pour jouer la gagne, et surtout sur cette nouvelle machine, cette Clio Maxi, l'auto dont rêve un jeune pilote comme celui du JM Sport, surtout quand il y a le mythique Grand Fonds au programme, qui plus est une 33e édition annoncée. À rebondissement. Durant ce week-end, nous reviendrons bien évidemment sur ce rallye des Grands Fonds et sur cet équipage à suivre, Pouvin-Léfy. La qualité de l'air s'améliore en Guadeloupe. Pour aujourd'hui et demain, l'indice Atmo est de 4 pour une bonne qualité de l'air. Mais régulièrement, l'archipel est traversé par des périodes d'alerte liées à la pollution présente dans l'air que nous respirons. Depuis novembre 2000, l'association Guadair surveille la qualité de l'air de la Guadeloupe et émet des alertes en cas de dépassement de pics de pollution. Anne-Elisabeth Arsène nous présente cette association, membre du réseau d'associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. L'indice Atmo est un indicateur de la qualité de l'air communiqué quotidiennement par Guadair. Cet indice varie sur une échelle de 1 à 10. Après avoir analysé les concentrations de polluants vers midi, Guadair établit des prévisions de dépassement ou constate un dépassement du seuil de pollution atmosphérique. En Guadeloupe, on est fortement impacté par des dépassements des seuils réglementaires.
liées aux particules fines. Donc on distingue deux seuils, le seuil d'information et de recommandation et le seuil d'alerte pour la protection de la santé humaine. Donc ces derniers temps, on a eu régulièrement des dépassements de seuil liés à l'arrivée des brumes de sable qui, par conséquent, augmentaient les concentrations en particules fines dans l'air. Donc quand on a un dépassement de seuil d'information et de recommandation, GWADER lance une alerte de niveau orange. Et quand on a un dépassement de seuil d'alerte, la préfecture, par contre, déclenche l'alerte de niveau rouge. La pollution de l'air que nous connaissons actuellement n'est pas causée par la population. C'est une pollution d'origine naturelle. Elle nous arrive en fait, ces poussières du continent africain, des différents déserts. Donc effectivement, en fonction des conditions météorologiques, on peut avoir effectivement un saut en concentration, d'avoir des niveaux très bas et en une après-midi avoir une augmentation et dépasser justement ces seuils. Pour calculer l'indice Atmo, GWADER dispose de plusieurs stations de mesure, comme celle de Bemao. Donc nous sommes dans une de nos stations qui nous permet de mesurer la qualité de l'air. Donc nous mesurons 3 types de polluants dans cette station, donc 3 appareils différents. Un appareil qui mesure l'ozone, un autre qui mesure le dioxyde d'azote et le monoxyde d'azote, et un appareil qui nous permet de mesurer les poussières qui sont dans l'air. En cas d'alerte, GWADER recommande à la population d'éviter les barbecues, de respecter l'interdiction de brûlage des déchets verts et de lever le pied pour réduire les émissions de gaz d'échappement afin d'éviter de rajouter à cette pollution naturelle de nouvelles sources de pollution, mais cette fois-ci liées à l'activité humaine. Et pour clore cette édition, un point sur la météo pour aujourd'hui. Il fera soleil aujourd'hui un peu partout en Guadeloupe, avec des températures comprises entre 27 et 31 degrés. Un beau temps qui risque par contre de laisser place plus tard à un temps maussade, voire à de belles averses sur la plupart des communes de l'archipel. Dans un instant, plus d'informations dans le journal national et international. Je vous souhaite bon appétit. Restez sur Alizé Guadeloupe. On se retrouve ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.